Bonjour tout le monde. Bienvenue à Golden Record. J'espère que vous allez bien. Je suis avec Carl aujourd'hui. On veut vous parler des logiciels tiers dans Power BI qu'on utilise, donc logiciels third party qu'on utilise le plus dans notre day-to-day. Carl, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Yes, super. T'aimerais-tu ça nous partir ça avec ton premier choix? Oui, tout à fait. En fait, moi, un des outils que j'ai découvert quand même récemment, mais que j'ai intégré vraiment dans mon flow de travail, c'est vraiment l'outil Bravo. L'outil de Bravo qui est fait par la gang de SQL BI, qui quand même, tu sais, qui fait quasiment le tiers des outils de Power BI actuellement, là. Puis on va en parler d'autres qui ont développé aussi, probablement dans les tiens. Je trouve que c'est un outil qui est. Je sais pas si tu l'as déjà utilisé, cet outil-là. Je l'ai utilisé un peu, mais je suis pas tant connaissant, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est plus toi qui vas pouvoir nous OK. expliquer ça. Il y a une première partie de l'outil qui est pour évaluer si tes mesures sont utilisées par d'autres mesures euh, dans le rapport. Donc, soit par des relations, soit par l'utilisation dans d'autres filtres ou des calculettes, des choses comme ça. Fait que ça donne vraiment une bonne idée de si ta mesure est utilisée ou pas. Fait que ça, c'est déjà une première analyse qui est intéressante, mais moi, je trouve le parti qui est le plus le fun de Bravo, c'est sa fonctionnalité de formatage de DAX. Donc, il y a une place à l'intérieur que tu fais juste cocher les champs que tu veux qu'ils soient formatés, puis tu fais Apply, puis il va automatiquement les formater et les pousser directement dans ton modèle. Fait que tu n'as pas besoin de te poser trop de questions Hmm. sur ta manière de former, de structurer ton code directement. Contrairement à d'autres comme, mettons, Dax Formatter, où est-ce que tu dois faire des copier-coller à chacune des formules. OK. Lui, une fois que tu l'as fait, tu peux juste comme cocher tout, faire appliquer, OK. puis c'est rendu. Fait que c'est deux clics, tout se fait, C'est hot, hein? puis il utilise les mêmes concepts de formatage que Dax Formatter de SQL BI parce qu'effectivement, c'est à peu près le même tool. Ils disent même en bas qu'ils utilisent l'API de Dax Ouais, ça. Formatter. Là. Fait que, OK. Fait que dans le fond, si je résume, ça, c'est tu te connectes sur un modèle de données et après ça, tu es capable de cocher quelques trucs puis dire je veux que tu formates tout mon DAX avec la même méthode. Puis ça va l'indenter, puis ça va ça être va tout tout. indenter ça, ça va faire tes changements de ligne, toute la méthode. Il n'y a pas beaucoup d'options de formatage dans DAX Formatter, là, genre tu veux avoir des lignes longues ou des lignes courtes, puis Ouais. c'est à peu près ça, là, j'exagère à peine. Tu as comme deux options, puis Ouais. une des deux options, veux-tu avoir le défaut, la bonne pratique ou la bonne pratique qu'on conseille moins. C'est à peu près juste ça, là. Ouais, OK. Mais ça reste que ça clarifie beaucoup le code. Mais c'est surtout très simple à utiliser. OK. C'est ça que j'aime beaucoup de Bravo, là, c'est que c'est fait pour quelqu'un qui n'a jamais ouvert Power BI. Ça va juste dire le strict minimum, ça sera pas compliqué à ouvrir. En ouvrant Bravo, il va automatiquement ouvrir le modèle relationnel qui est déjà ouvert dans ton Power BI. Donc, si tu veux en ouvrir un autre, il faut que tu fasses une action pour le modifier. Fait que ça, c'est les deux principaux modules. Puis le troisième module qui est intéressant à l'intérieur, ça permet de faire un export massif en Excel de toutes les Hmm. requêtes qui aboutissent dans DAX. Donc, pas les requêtes de Power Query à l'interne, mais vraiment toutes les tables qui sont visibles dans Power BI. Ben, on pourrait faire un export en Excel. Donc, des fois, ça peut être OK. intéressant si tu veux
dans le fond, figer tes données parce que tu as des problèmes où tu veux t'assurer de faire du contrôle qualité. Puis tu dis, ah, je veux prendre une image de mes données actuelles. Ben, tu passes sur un clic, puis il va te sortir les 5 OK, 6 7 12 fichiers Excel. Puis après ça, tu as juste besoin de rebrancher ça sur OK. ton rapport. Fait que pour ça, c'est quand même assez efficace. Je l'utilise moins, ça, mais Quand même je, pratique. je vois un potentiel assez intéressant pour du monde qui commence puis qui veulent contrevalider avec des fichiers Excel pour Ouais. s'assurer que leurs données sont solides, là. Ouais, puis tu sais, c'est intéressant parce que des fois, tu as quand même t'as des systèmes qui permettent à des transactions d'être updatées dans le passé. Fait que, tu sais, ça peut arriver, en tout cas, nous, ça arrive que, mettons que tu regardes l'année fiscale FY25, tu regardes la même période de temps, puis tu la regardes un mois après, puis tu rafraîchis, ben, ton KPI va peut-être avoir bougé de 0,5%, puis tu sais pas pourquoi. Fait que, tu sais, des fois, si tu veux juste être capable de tester qu'est-ce qui a changé entre les deux versions, tu pourrais faire un export dans Excel, Exactement. puis après, ben, tu recompares les deux trucs, là. Fait que c'est quand Fait même. que c'est surtout parce que c'est simple, parce qu'on pourrait faire la même chose, aller dans chacune des tables dans Power Query, puis exporter nos données, puis faire Mhm. ça. Sauf OK. que tu sais, ça prend 2 minutes par source, t'ouvres ça, puis tandis que lui, ben, tu cliques toutes les tables que tu veux, fais export, il te demande t'es vu ça en CSV ou t'es vu en Excel, puis il va te faire un folder, puis toutes mettre tes sources dedans. Fait que c'est Ah, pas mal c'est bien. les trois gros modules que je trouve qui sont intéressants, mais c'est surtout la simplicité d'utilisation que je me dis pour quelqu'un qui commence, là, que mettons, vient de finir son premier rapport, puis qui aurait un seul outil à utiliser, je pense que c'est pas compliqué, puis ça va vite payer. Mhm. Ouais. Puis le logiciel est open source, fait que c'est ça. Gratuit, open Ouais, c'est source. ça. Pas mal tous les logiciels qu'on parle aujourd'hui sont gratuits, là. Fait que ça, on aime ça. Cool, intéressant. Je peux peut-être y aller avec Ouais, toi, mon c'est proche. quoi ton way to go là, dans les outils? Ouais, Qu'est-ce que tu pourrais pas te passer? je dirais pour moi, le plus gros que j'utilise dans mon day-to-day, c'est pas mal DAX Studio. Fait que DAX Studio a comme été développé par, pas exactement par SQL BI, mais je sais que SQL BI ont aidé vraiment en gros avec l'outil, tu sais. Puis, mais c'est vraiment, le but de DAX Studio, je dirais le premier but, c'est pour optimiser la performance dans Power BI. Fait que vraiment plus s'assurer que le jeu de données, le dataset, de réduire la taille du dataset, s'assurer finalement que tu t'amènes juste les colonnes que tu as besoin, puis que ça réduit la taille du jeu de données, s'assurer que les mesures que tu as dans ton dataset, quand il y a des visuels qui utilisent ces mesures-là, ben, tu sais, ça prend pas 8 secondes, puis ça spin dans Power BI. Fait que, tu sais, nous, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup. Tu sais, on va avoir des tables de faits des fois qui sont tu sais, 60 millions de lignes, 80 millions de lignes. Fait que là, tu sais, on va s'assurer de regarder c'est quelle colonne qui prend. Dans DAX Studio, l'un des premiers features, c'est le Vertipack Analyzer, qui est quand même de quoi qui existe tu sais, depuis Power Pivot. Tu sais, puis c'est juste qu'ils l'ont embeddé dans DAX Studio, là. Il y a vraiment une section que c'est Vertipack Analyzer. Puis ça que ça fait, c'est tu te connectes sur un dataset, soit local, mettons que tu rouvres dans Power BI Desktop, ou tu peux aussi te connecter avec le XML là, direct dans le service. Puis après, tu cliques sur Analyze Vertipack Analyzer, puis ça te donne vraiment toutes les tables de ton jeu de données. Ça dit exactement ma table de vente, ben 50% de la taille de mon jeu de données, c'est cette table-là. Puis là, après, quand tu vas dans la table, tu es capable de voir, ben c'est telle colonne, c'est 80% de la taille de la table. Fait que là, des fois, tu vas voir une table de fait que tu as amené la clé de la table de fait, puis là, tu as comme 60 millions de valeurs distinctes dans cette colonne-là. Puis là, tu te rends compte que ça prend vraiment beaucoup de place, puis tu n'utilises jamais cette colonne-là dans tes mesures. Fait que là, tu es capable
de supprimer des colonnes, puis là, tu vas sauvegarder ton PBX, puis là, il va passer de genre 300 MB à 150 MB, mettons. Puis, tu sais, à la fin, quand tu réduis la taille de ton dataset, ça a tout le temps ça impacte toujours la vitesse à laquelle l'engin va faire des scans, là. Fait que, tu sais, quand le Vertipack, quand il va scanner des tables, quand la compression est meilleure, puis que la taille est plus petite, c'est tout le temps plus rapide pour les scans, là. Fait que, tu sais, puis en général aussi, un dataset qui est plus petit est vraiment plus rapide à publier dans le service. Je sais pas si t'as déjà eu des datasets que tu publies puis ça fait juste spinner. Puis, fait que Ah oui. des fois c'est relié à la taille aussi. Fait que ça aide. Fait que, Mais c'est relié à deux choses, là. La taille et à quel point... parce que des fois, quand il est publié puis que tout se fait en local, il est obligé de réactualiser pendant qu'il publie. Fait ouais, que là, c'est vrai. quand il fait ça, à moins Ouais, que tu utilises des outils tiers, là, mais par défaut, quand tu publies sur le service, puis qui tombe tout en local, ben il va souvent réactualiser les données en publiant. Puis ouais, si, même si tu as un modèle sémantique très petit. Donc, j'ai déjà eu un cas où est-ce que j'avais des données, c'était juste 6 MB, mais il était atrocement long à rouler parce qu'il y avait beaucoup d'algorithmes avec du récursif dedans, puis des choses ah comme ouais, ça. ouais, Fait que, tu sais, il prend quand même 30 minutes à publier. ouais, 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 c'est plus dur à déboguer aussi des fois ces trucs-là, là. Ouais. Fait que tu sais, ça, tu sais, mettons, s'assurer que son dataset il est clean, puis on a enlevé des colonnes, Vertipack Analyzer. Après, tu as le server timing, ça, c'est littéralement, tu sais, dans Power BI, quand tu as des visuels, tu sais, l'utilisateur normal est habitué à créer des mesures dans DAX, mais quand on fait des visuels avec des champs, mettons une matrice, en arrière, c'est tout le temps ce qu'on appelle une DAX query qui est envoyée au dataset. Fait que c'est du DAX, puis tu sais, c'est vraiment un gros paquet de code, puis ça utilise nos mesures puis nos champs. Et ça, en fait, on peut prendre cette query-là et aller la mettre dans DAX Studio. Puis avec Server Timings, tu es capable de savoir exactement combien de secondes ça roule. Puis tu es capable de diagnostiquer telle portion. C'est quand il va chercher telle info dans telle table que c'est plus lent. Fait que ça, je m'en sers quand même. Tu sais, juste mettons, tu as une matrice avec 10 avec 10 mesures, là. Tu sais, quand même une grosse matrice. Puis ta matrice est lente, mais tu sais pas exactement quelle mesure qui fait que c'est lent. Ouais, en prenant, mettons, la query, tu peux aller dans View, Performance Analyzer, là, dans Power BI, tu es capable de grabber, de prendre la DAX query, tu vas dans DAX Studio, puis là, après, tu es capable de commenter. Tu commandes toutes OK. tes mesures, tu en gardes juste une, tu fais server timing, tu roules. OK, c'est pas celle-là. Tu vas next, puis la monnaie t'arrive, puis tu pognes une mesure qui va prendre genre 2 secondes sur le 5 là. Fait que tu sais, je débug souvent comme ça, là, genre, j'enlève toutes les mesures, j'en garde juste une, puis tu sais, je Parce descends. qu'on va se le dire, la matrice, c'est l'élément qui est le plus différent de tous les autres visuels, là, dans le sens que ça réagit tellement différemment. Autant pour, Ouais, mettons, euh, le style d'infobulle, de filtre, de précision de mesure, de, de, ouais, de groupe et compagnie, là, ça a un monde à part, là. ouais. Puis tu sais, t'as genre justement les niveaux de détail, tu sais, ta mesure elle réagit pas pareil si tu descends plus bas, puis tu sais. Ouais, non, c'est sûr que ouais. Fait que c'est pour ça qu'on prend c'est ça, on prend la query, puis on va dans DAX Studio, puis on est capable de mieux analyser c'est quelle mesure qui est le problème. Puis tu sais, ce qui est cool dans DAX Studio, c'est que tu es capable de copier la définition de la mesure en haut, puis tu es capable de la changer localement dans DAX Studio, puis d'enrouler ta query. Fait que t'es pas obligé de retourner dans Power BI, changer ta Hmm. mesure, puis après, je retourne dans DAX Studio. Fait que tu sais, ça aide à être un peu plus rapide pour ça. Euh, Puis je dirais la dernier, peut-être deux trucs qu'on j'utilise gros dans DAX Studio. Un que j'aime vraiment bien, ils appellent ça, c'est Trace All Queries. Fait que c'est comme
mettons que tu as un rapport que tu veux déployer, puis tu sais que tu vas avoir 100 users qui vont la regarder le lundi matin à 8 heures, là. Puis que tu te dis, ben, faut que je m'assure que mon rapport, est capable de supporter le trafic de 100 users le matin à 9 heures. Tu es capable, mettons, avec Dastudio, de dire, bon, lundi matin, genre à 8h30, je vais me connecter sur le service, sur le dataset, où est-ce que j'ai publié mon rapport, puis je vais partir une trace avec le All Queries, puis là, après, en live, tu vas être capable de voir toutes les queries DAX qui passent sur ton dataset. Fait que, fait que ça, tu es vraiment capable de voir le nom de la personne parce que tu as l'adresse courriel. Tu es capable de savoir c'est à quelle heure. Puis après, à côté, tu as la DAX query. La seule affaire que tu n'as pas, c'est que tu sais pas de quel visuel, quelle page ça vient. Parce que ta trace, tu la mets pas sur un rapport, tu la mets sur un dataset. Fait que, si tu as plusieurs rapports, plusieurs pages, c'est plus dur à diagnostiquer. Il faut que tu regardes la query, tu regardes les champs, puis tu dis, OK, ça c'est une matrice avec tel KPI, ben je me dis que c'est sûrement. Puis même si tu as plusieurs rapports sur le même dataset, tu perdrais cette trace-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que, mais déjà, c'est vraiment bien. Si tu as des. Mettons que tu soupçonnes que tel rapport, tel dataset, il est un problème pour la capacité, puis qui fait. Mettons que tu as vu dans les métriques la capacité que ce dataset-là arrive souvent, puis tu sais qu'à telle heure, il y a eu un pic dans justement les queries. Ben, tu es capable de, la semaine d'après, de partir une trace à peu près dans la même période. Puis tu peux la laisser rouler 3 heures de temps. Puis là, ça va tout te mettre la trace. Puis à la fin, tu peux l'exporter en Excel. Puis tu peux trier sur OK, ben, montre-moi c'est quelles queries qui ont pris le plus de temps. Tu es capable de savoir c'est quoi que la personne elle a fait. Parce que tu sais, ça va arriver des fois, mettons que ta matrice, si tu la laisses de base, est rapide, mais au moment que quelqu'un essaie de faire un genre, tu sais, un slicer, que tu fais un search, Mhm. puis que tu sais, t'écris, tu cherches un mot-clé, puis ça le trouve dans une string, puis là tu te rends compte que, OK, ça c'est vraiment plus lent, puis fait que t'es capable de voir un peu, tu sais, en regardant les queries, t'es capable de voir dans le haut c'est quoi les filtres que la personne a essayé, puis là, qui est allé mettre un. Es-tu Ouais. es-tu capable de enregistrer ton log de ta trace? Ça, c'est moins fait pour ça, là. OK. Tu sais, c'est Fait que c'est vraiment. Ouais. tu pourrais pas le sauvegarder pour dire je le comparais, mettons, 3 semaines en ligne. Mhm. Pas vraiment. Dans le fond, ça, c'est pas mal avec le log analytics ça, qu'il faudrait que tu fasses, que tu pourrais faire OK. ça, là. Puis, tu sais, ça coûte de l'argent, là. Sinon, je sais pas si c'est avec, tu sais, mettons que tu vas dans SQL, Analysis Services, tu es capable de faire de quoi, là? Mais non, c'est ça, c'est vraiment plus du on-demand, tu sais, je regarde la trace, tu sais. Fait que, mettons, nous, ce qu'on fait, c'est mettons qu'on a on a des rapports qui sont embeddés directement, tu sais, à nos dealers. Fait que, tu sais, on sait, mettons, qu'on va publier un rapport, ben, tu sais, il va peut-être avoir, je sais pas, là, tu sais, 500 ou tu sais, 300 personnes qui vont peut-être la regarder le lundi matin. Fait que là, ben, tu sais, on se met, on fait un test en QA, tu sais, qu'on simule, tu sais, mettons, avec 30 personnes, là, tu sais, allez tout regarder ce rapport-là à 8 heures. Puis là, tu sais, on part une trace, puis on en regarde, OK, ben, en moyenne, c'est à peu près 1 seconde, puis on a eu un pic à 2 secondes. Tu sais, puis t'es capable de. OK. Intéressant. Fait que ça, c'est quand même bien. Le dernier truc, c'est DAX Studio. Tu sais, aujourd'hui, c'est moins pertinent, mais dans le fond, DAX Studio, tu sais, ça te permet, tu as vraiment un bon éditeur pour écrire des DAX queries. Fait que tu sais, si, mettons, tu as besoin d'écrire une table calculée dans Power BI, tu peux la faire dans DAX Studio. Là, à cette heure, comme Power BI a mis le query view, je sais pas trop, là, que tu es capable de mettre tes queries. C'est moins intéressant, mais avant, c'était pas mal le seul éditeur de DAX Query que tu pouvais avoir, là. Puis, tu sais, moi qui fais quand même gros des rapports paginés ces temps-ci, j'utilise beaucoup DAX Studio parce que tu peux aussi mettre des paramètres. Fait que tu peux mettre, mettons, des paramètres dans ta query comme, je sais pas, le customer number, puis le tester. Fait que la même query que tu vas mettre dans DAX Studio, tu peux la remettre après dans ton rapport paginé. Puis. Ah, c'est ça. Puis tu sais, pour le monde qui ne savent pas, là, c'est dans les éléments en pré-version de Power Query pour l'instant, là, mais il y a la vue de requête DAX, c'est aussi
qui s'apparente, mais qui n'est pas exactement la même chose, là, mais la vue TMDL là, qui permet de faire des batchs, euh, des, de la modification de colonnes ou de mesures en batch. Là. Ouais, c'est hot. Je pense pas que je l'ai regardé encore, ça. Mais Ah, ça vaut ça la me dit de peine. quoi, là? Ouais, je vais aller voir. Fait que ça ressemble à ça pour mon DAX Isio. Si t'en aurais-tu un autre, Carl, que tu te... Oui, ben celui que je suis tombé en amour là, quand je l'ai vu, c'est Measure Killer. Measure Killer, là, tu sais, en plus, il y a un bon nom d'application, là, Vas-y. mais il y a un peu la même chose que qu'est-ce que tu as parlé tantôt au niveau du Vertipack Analyzer. Fait qu'il va être capable de déterminer la grosseur des colonnes, le pourcentage d'utilisation, c'est quoi, la cardinalité des éléments. Fait que tout ça, il va avoir pas mal les mêmes informations. Puis d'ailleurs, je pense que c'est rendu quasiment une référence là, dès qu'on parle d'outils Power BI, il y a quasiment tout le temps un peu un genre d'analyse sommaire là-dedans. Là. Ouais, ouais. Euh, mais Measure Killer, il fait un petit peu aussi ce que Bravo fait en termes d'analyse de euh, quelles sont les mesures qui sont utilisées et pas utilisées, mais lui, il va vraiment plus loin parce qu'il va même te dire s'ils sont utilisés dans des visuels, dans des filtres, pas juste dans des mesures ou dans d'autres mesures. Puis il va te dire si une mesure est utilisée dans une mesure qui, elle, n'est pas utilisée. Fait qu'il va te le Hmm. dire Ok. avec une indentation de couleur qui va être différent. Et l'autre élément, c'est que dans chaque mesure ou colonne calculée, parce que ça se limite pas juste aux mesures, ça fait aussi n'importe quoi qui a été créé dans DAX, il va être capable de te dire où elle est affichée ta colonne. Fait que si, mettons, tu cliques sur ta mesure qui s'appelle le pourcentage profit, il va dire, OK, ton pourcentage de profit se retrouve dans la page sommaire et dans la page 4. Dans la page 4, dans quoi qu'elle se trouve? Elle va se retrouver dans ton visuel graphique à bord appelé profit sommaire, telle affaire. Puis, elle va te Mhm. dire vraiment spécifiquement où elle se trouve. Ouais, c'est cool. Fait que si tu veux être capable de retrouver rapidement tes éléments, c'est excessivement bien fait. D'autant plus qu'il y a une fonction, comme à la fin d'un rapport, tu peux justement faire la fonction kill. Et là, il va te montrer tous les éléments qui sont inutilisés. Puis il va te proposer en un seul clic de faire la modification dans ton PBX pour dire veux-tu toutes les enlever d'un seul clic. Puis Nice. il va te faire le ménage. Fait que pour ça aussi, c'est cool parce que tu n'as pas besoin de chercher. Il va toutes les afficher, puis il va te dire ça, tu l'utilises pas, ça, tu l'utilises pas. Puis il va quand même te permettre, là, avec un clic, de désactiver en disant ah ben, Hmm. je travaille là-dessus, je vais éventuellement le mettre, mais ça, c'était des tests, on les enlève. Il Intéressant. va, il va pas permettre d'enlever du Power Query, mais il va quand même te montrer si tes colonnes servent à de quoi dans un autre visuel. Fait que là, à partir de ce moment-là, tu vas pouvoir aller faire ton ménage dans ton Power Query directement, mais tu ne pourras pas le faire à même l'application. Mais c'est quand même un bon début. Ouais. Puis, tu sais, je suis curieux, en fait, parce que là, tu sais, on parle, là, à ce moment-là, c'est un logiciel que tu connectes pas seulement sur le jeu de données, mais tu dois le connecter sur tous tes rapports qui sont reliés à ton jeu de données. En fait, tu, tu, tu peux l'ouvrir juste localement. Tu peux pas l'ouvrir sur le service. Là. OK. Fait que tu connectes sur un rapport, puis Sur un après, rapport, puis il va te OK, montrer sur ce rapport-là, c'est incluant quoi un là? jeu de données, c'est quoi qui est utilisé. Fait effectivement, si tu as plusieurs rapports qui viennent se sourcer sur un même jeu de données, faut que tu fasses. Faut que tu rouvres ton Measure Killer à plusieurs fois pour être capable de comparer. Peut-être un petit OK, peu moins facile dans un cas comme ça. OK. Mais ça reste que, mettons, tu peux faire des exercices là, de dire j'ai cette mesure-là que je dois changer la définition, puis c'est une mesure qui est quand même complexe. Tu es capable de savoir, tu sais, c'est quels visuels qui sont impactés, puis tu sais, pour tester après aussi, ça peut t'aider, là.
Ben, pour voir les impacts, parce que, tu sais, des fois, je l'ai pas vu dans lui directement, mais j'ai vu, là, je pense que c'est ALM, là, qu'on va parler tantôt, que tu peux voir, quand tu fais une modification, c'est quoi les impacts qu'il peut avoir dans la publication, là. Mais je me souviens même pas si c'est dans celle-là, mais j'en ai vu une couple de logiciels qui te permettent de voir les impacts. Mais lui, l'avantage, c'est qu'il te permet de voir, une fois que tu sais qu'il y a un impact, ben, tu es capable de voir dans chacun des rapports, l'impact se situe exactement où dans ton rapport, parce qu'il va te dire page 3, visuel 4, il est utilisé là. Ouais, ok, Fait ouais, que c'est ça, nice. ça c'est vraiment bien. Puis, tu sais, c'est tout automatisé, mais c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, c'est un peu moins convivial et ça fait peut-être un petit peu plus peur en termes de quantité d'informations que Bravo. Tu sais, Bravo, c'est très épuré, ça fait pas du tout, c'est pas imposant. Measure Killer, il y a beaucoup d'informations au centimètre carré là-dedans, là. Euh, Moins fait, mettons, pour les débutants, là, tu sais. exactement. Bravo est plus comme, tu sais, C'est un la porte outil que... d'entrée. Fait que Ouais. si tu cherches de quoi de facile à utiliser, va sur Bravo. Mais si tu veux pousser un peu plus justement ton utilisation dans ce domaine-là, Measure Killer est beaucoup plus puissant et beaucoup plus robuste, à mon avis. Mhm. Et l'autre affaire qui me fait vraiment capoter, c'est un rapport qui évalue euh, ton modèle par rapport aux meilleures pratiques. Mm. Puis là, c'est pas juste aux meilleures pratiques selon l'outil, c'est les meilleures pratiques selon Microsoft Power BI. C'est un GitHub que Rui Romano a créé qui définit toutes les meilleures pratiques avec leur importance et leur sévérité. Fait que Measure Killer se base sur ce GitHub-là et il va coter ton modèle relationnel selon à quel point il respecte les bonnes pratiques. Ok. Il y a des éléments qui sont à prendre puis à laisser parce que des fois il dit ah tous les éléments devraient avoir une source puis là c'est une colonne calculée fait qu'il n'y a pas de source normale. Hmm. Mais si au moins tu t'es posé la question, ça vaut la peine. Ouais. Puis Fait t'as-tu eu que une bonne cote quand tu l'as essayé? Ouais. ben je l'ai montré je l'ai essayé beaucoup sur des modèles euh, que je fais de la formation. Fait que j'ai beaucoup d'éléments qui sont volontairement pas bien faits Mhm. pour, euh, pour montrer au monde des choses à ne pas faire ou à partir de là pour l'améliorer. Mais en général, je suis pas si pire. Ok. Mais, T'aurais- mais T'aurais-tu ça, un, oui. t'aurais-tu un exemple, mettons, de peut-être mauvaise pratique, tu sais, que tu as vu que Measure Killer a été capable de capturer dans ton exemple intéressant? Ben, en fait, il y a des éléments comme, euh, tu sais, ben, une des mesures, un des concepts de base, c'est de jamais autoriser euh, la mesure, comment on appelle ça, les mesures par défaut, là, mettons Hmm. la somme de quelque chose, là. Donc, c'est de Ouais. désactiver ça par automatique Ouais. sur toutes tes mesures. Fait que ça, il déconseille ça. Dès que tu as une mesure qui a un count par défaut, ben il dit fais pas ça. Ouais, ouais. Ça, c'est pas J'imagine qu'il doit aussi, mettons, mentionner si tu as des relations many-to-many ou exactement des many trucs de to même. many, bidirectionnel, il va te les Hmm. highlighter. Si t'as des tables qui sont liées à aucune donnée, il va te les flaguer. Sauf Hmm. si c'est des tables qui contiennent juste des mesures. Ok, ouais. Fait que là, tu sais, t'as une couple d'affaires comme ça qui va te les souligner, mais c'est pas tout au même niveau de sévérité. Comme ça, mettons qu'il n'y a pas de données qui sont pas reliées, ben ça va être une sévérité 1. C'est moins élevé qu'une sévérité 3 qui est le pire, là. Mais c'est parce que ça donne une base, des fois, pour quelqu'un qui
quelqu'un qui, ça fait, mettons, 1 an qui fait du Power BI puis qui sait pas à quel niveau qu'il se situe, ben, il peut juste appuyer sur le bouton de Analyse-moi mon rapport, puis ça va lui donner une cote. Puis après ça, ben, si à tous les mois, il se dit, hey, je prends un des éléments de bonne pratique, puis j'essaie de l'intégrer dans mon day-to-day, ben, à la fin, tu n'auras plus jamais besoin de faire ça parce que ça va être rendu une routine de, de- d'inscrire des descriptions dans tes éléments quand tu fais tes modèles. Tu sais, toutes ces affaires-là, ça va devenir une pratique standard. Puis Ouais, je trouve ouais, que c'est vrai. c'est une bonne méthode d'apprentissage pour quelqu'un qui sait comment faire des visuels, qui sait comment faire un modèle relationnel, mais qu'il ne sait pas par où commencer pour euh, la prochaine étape qu'il veut apprendre. Dans le sens que si tu dis ah ben j'aimerais ça regarder des vidéos pour m'améliorer, mais tu ne sais pas trop quoi faire ou quoi choisir, ben Mhm. pars de là, puis les bonnes pratiques, ça a été défini selon des professionnels de Power BI. Là. C'est pas juste quelqu'un dans son sol qui a dit, ben en fait, il était peut-être dans son sol aussi, mais c'est pas n'importe qui va dire, ah, si c'est de même, tu devrais le faire, puis euh, Ouais, c'est ça. c'est pas juste une opinion. Là. C'est ça. Alors, c'est bien. Va falloir que je l'essaye pour avoir un peu plus connaître ça. C'est intéressant. Quand j'ai découvert ça à cette heure, tu sais, puis mon Measure Killer est 100% du temps allumé sur mon ordinateur. Hmm, intéressant. Ah, Puis il y a d'autres modules que j'ai pas explorés parce qu'ils sont payants. Mais je pense que pour du monde qui se cherche des solutions d'administration de services, ça peut être très très cool parce que il y a, il y a deux options qui permettent un Administrator Tenant qui te permet de voir euh, les permissions, les workspaces actifs, tous ces éléments-là qui sont gérés dans le tenant. Fait que, mais c'est assez cher. De ce que j'ai pu voir, là, c'est ouais, 60 francs suisses par mois, là, ce qui vaut quasiment 110 pièces par mois. Là. C'est ouais, assez dispendieux, mais c'est un outil administratif. Fait que t'as pas besoin de payer ça à 40 personnes. Là. ouais, ouais. Merci du partage. On va aller voir ça, c'est clair. Cool. Puis toi, Ouais. sinon, t'as-tu d'autres outils là, qui restent constamment ouverts sur ton poste? Je dirais, l'autre, ça serait ALM Toolkit. Je l'utilise très souvent. Fait que, tu sais, mettons, ALM Toolkit, c'est un outil que tu connectes sur ton dataset, hein. Puis, je dirais, ça fait deux choses. Ça te permet de comparer deux versions du même dataset, puis de voir c'est quoi les changements de l'un à l'autre. Exemple, mettons que j'ai mon dataset local que je suis en train de faire des modifications, mais tu sais, j'ai ma version dans le service qui est de mon rapport en production qui roule, mettons, ou un workspace en dev. Ben, je suis capable de comparer ma version locale, les nouveaux changements que je viens de faire avec la nouvelle version qui est dans le service. Puis tu es capable de voir side by side, là, tu sais, à gauche, c'est ma version, à droite, c'est la version du service. Puis là, tu vas voir, tu sais, un peu comme dans VS Code, là, tu sais, quand tu fais des diffs, là, entre deux fichiers, ou tu Ouais. sais, ceux qui sont habitués à Git, tu sais, quand tu fais des merges, ça, tu es capable ça va faire des diffs sur des fichiers, puis ça va te dire des changements, qu'est-ce qu'il y a dans l'un, mais qu'il n'y a pas dans l'autre. Puis, tu sais, nous, on l'utilise beaucoup parce que, entre autres, on travaille des fois à plusieurs personnes sur le même dataset, hein. Fait que, tu sais, ça arrive des fois que, tu sais, on peut pas avoir. Si j'ai deux personnes qui travaillent sur le même dataset, puis qu'il y en a un qui publie une version, l'autre qui publie, ben, il va écraser sûrement des choses que l'autre a faites parce que, tu sais, si les deux l'ont downloadé en même temps, il y en a un qui fait des Mhm. choses, l'un qui fait des choses, tu sais, ils vont s'écraser. Fait que là, tu sais, ça va arriver que les devs, ils vont comparer leur version avec celle qui est dans le service. Puis
s'assurer, tu sais, est-ce que je peux aller écraser la version du service? Tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui sont dans la version du service que moi, j'ai pas dans ma version locale? Fait que ça, on peut l'utiliser pour ça. Euh, on s'en sert aussi quand on fait des déploiements. Quand on déploie, mettons, notre dataset, notre jeu de données de dev à QA, de QA à prod, on a comme une fois par semaine des sessions avec les développeurs qu'on en regarde tous les changements qui ont été faits. Des fois, on va déployer comme deux fois par semaine, là, mais ça dépend. Mais mettons, le QA à prod, en général, c'est plus une fois par semaine. Puis, tu sais, on va arriver, puis on va comparer qu'est-ce qu'on a en QA, qu'est-ce qu'on a en prod. Puis, tu sais, là, on voit, mettons, OK, telle mesure, tel groupe de mesures, on les a changés, ça fait du sens? Puis là, il y en a un qui va dire, ouais, c'est telle étiquette, c'est correct, c'est beau. Parce que tu sais, ça arrive des fois que tu fais un genre de quick fix en production pour régler le problème, puis tu sais, il aurait fallu que tu la remettes en dev, puis tu la remontes, Mhm. mais tu sais, ça s'est perdu. Fait que là, fait que là, on se sert souvent de ça pour vérifier qu'on n'écrase pas des choses qu'il fallait pas. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Puis tu sais, ce qui est cool avec ALM, c'est que tu es capable de justement prendre, mettons, tu compares deux versions, tu es capable de dire, OK, prends tout ce qui est dans ma version, puis va écraser ce qu'il y a dans la version de droite, peu importe qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis tu es capable de skipper des lignes. Tu sais, mettons, telle mesure, finalement, je ne veux pas la modifier, je ne veux pas l'écraser tout de suite. Telle chose. Fait que tu peux skip les items, puis après, tu es capable de process. Puis là, ça va aller écraser finalement la nouvelle version. Ce qui est bien, c'est que tu es capable de. Tu sais, moi, je m'en sers des fois pour faire des hotfix en production. Là, tu sais, mettons qu'il y a vraiment de quoi, tu sais, que je sais c'est quoi la solution, puis tu sais, c'est une mesure à changer, tu sais, que je sais que l'impact est pas si gros, puis tu sais, ça arrive des fois qu'on va faire un changement dans une mesure locale sur notre poste, on va le tester, on fait reviewer, puis après ça, tu sais, on va tout de suite updater la version de prod avec ALM. Fait que, tu sais, je vais prendre ma version locale, je vais prendre notre dataset qui est en prod, puis tu sais, on va l'updater direct là, tu sais, parce que c'est ça, c'est vraiment critique, puis il faut le régler, puis fait que, Par contre, juste un petit bémol, là, que j'ai essayé de faire ça, moi, de mon côté, puis malheureusement, ça prend absolument un espace premium pour être capable de publier directement ah, ok, ok, en prod, parce que ouais, le XML, XMLA est pas actif si t'as pas une ouais. capacité premium. Fait que Fait que, tu sais, faut... j'imagine peut-être premium per user pourrait, même pas Non. PP. Ah, ok, ouais, Workspace Non, c'est Premium, ça. J'ai c'est un vrai. premium par user, puis je suis pas en mesure Ah, d'activer ça. Ça prend vraiment un espace premium pour avoir cette fonctionnalité-là. Fait qu'on hmm, on est capable d'interroger ok, sur le service, on est capable de scanner les éléments, mais on peut pas pousser de modification à la pièce en XML. ok. Fait que Ah, ça reste quand même très utile, mais on peut pas aller pousser directement en prod. Fait que s'il y a ouais, des ouais. modifications, il faut qu'on le tire sur notre barre, qu'on sauvegarde puis qu'on repousse. Mhm, ouais. C'est Puis tu sais, je dirais clairement ALM est plus comme Measure Keller, que c'est un logiciel qui est fait plus pour quelqu'un d'avancé en Power BI, là. Tu sais, c'est quelqu'un qui travaille dans une PME, tu sais, qui est tout seul à développeur, tu sais, sur son rapport dataset, va sûrement jamais utiliser ALM ou tu sais, en aura peut-être pas de Mhm. besoin, là. Fait que je pense que c'est plus quand tu commences à collaborer à plusieurs personnes, puis et quand tu commences à avoir des environnements, dev, QA prod, des choses comme ça devient, tu sais, c'est plus en lien avec le déploiement, là. Fait que, tu sais, quand on déploie des datasets, tu sais, d'un environnement à l'autre, ça rentre plus dans cette catégorie-là. Exactement. Tu sais, moi, on n'est pas énormément de développeurs. Puis, tu sais, je vois le potentiel, mais je l'utilise pas systématiquement parce que justement, c'est vraiment juste quand que je veux valider un petit quick de OK, est-ce que la version que j'ai, que je travaille depuis une semaine, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pas touché entre-temps?
Ouais. Avant de publier, je vais juste faire un petit check-up pour s'assurer que quelqu'un n'a pas eu un appel de support pour corriger de quoi, puis que je ne vais pas écraser de quoi. Mais Mhm. on est un peu plus en silo de notre côté, fait que ça devrait moins arriver. Je peux comprendre Ouais, que c'est quelqu'un ça. en PME, là, que genre, il y a deux personnes qui font des rapports dans le business, ben, les chances sont faibles de se plier ses pieds. Ouais, genre, parlez-vous. C'est ça. Les bureaux sont souvent un à côté de C'est ça. l'autre, là, mais. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr qu'en général, le plus possible, on évite de travailler à plus qu'un développeur sur le même dataset. Nous, je dirais, ça dépend de la grosseur du dataset, tu sais, puis de combien de rapports tu sais, sont connectés dessus. Euh, fait que tu sais, c'est. Mais ouais, non, c'est quand même un outil qui a beaucoup de potentiel, je pense. Que, ouais. Sinon, tu peut-être en parler un Oui, ben, dernier? j'en ai un autre tu sais, qui est un petit peu moins gros, où on y pense un peu moins, c'est Power Query Formatter, qui est. En fait, c'est juste parce qu'il y en a. J'en ai pas vu beaucoup des outils dédiés pour le Power Query, donc je voulais en parler parce que quasiment tous les outils, 90% des outils sont orientés sur le DAX, puis c'est correct aussi comme ça, mais celui-là, Power Query Formatter, permet un peu comme on a parlé au début, Bravo, pour formater du DAX. Lui, il va permettre de formater les queries de Power Query, justement. Euh, puis c'est plate parce que on génère souvent beaucoup de codes de manière automatique dans Power Query. On ne le regarde pas souvent et, et tous les éléments sont générés sur la même ligne. Fait que quand on a, mettons, 15-20 lignes de code puis qu'on veut retrouver de quoi de facile là-dedans, ça vient vite le chaos, ça vient vite incompréhensible parce que tout est compact, Hmm. est très, très, très dense. Fait que, un, il nous permet de le formater d'une manière quand même assez lisible de style programmation. C'est standard. Tu comparais ça tantôt à quoi? Je pense à du Python, là, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, là. T'as ta parenthèse en haut, puis là, chaque argument de ta fonction va être sur une ligne, puis. Fait que, Ouais. tu sais, c'est très formaté comme de la programmation standard, mais le petit plus qu'il y a, c'est que il se connecte sur un GitHub qui propose des fois justement euh, du code DAX pour créer des tables déjà toutes faites. Comme il y a une table de calendrier, excusez-moi, j'ai dit DAX, là, mais je voulais dire Power Comme, Query. Fait que dans le fond, il y a une table calendrier qui est déjà toute faite en Power Query. Donc tu cliques dessus, puis tu as juste besoin de changer les quelques paramètres de variables pour générer un Power Query de calendrier. Mais il y a aussi plein d'autres éléments. Il y en a à peu près une quarantaine, dont un qui permet de nettoyer euh, un contenu HTML pour enlever tous les codes, toutes les parenthèses ouvertes ou les ouais. tags de HTML, de titres et compagnie. Fait que, tu sais, des fois, c'est des éléments qu'on se dit ça va être compliqué à faire, on le fait pas souvent, puis ça va nous rebuter de le faire, tandis que moi, j'ai découvert plusieurs petites perles de code là-dedans, dont un que je m'étais cassé la tête énormément à faire du parentage euh, parent-enfant dans une table de relations sur elle-même. Puis il y avait déjà un code assez complexe qui le gérait automatiquement. Fait que, à voir aussi, je me serais peut-être sauvé une dizaine d'heures de code d'avoir découvert avant. Fait que Ouais. c'est pas un outil révolutionnaire, mais je vous dirais, ça vaut la peine d'aller regarder ça, surtout si vous faites beaucoup de Power Query. Hmm. Euh, Ouais. Je me demande à un moment donné si Microsoft vont vouloir amener genre Copilot pour Power Query, là. Tu sais, hmm. j'imagine que tu sais, s'ils le font, ils vont peut-être commencer plus par Power Query Online, là, mettons avec les data flows, là. Mais
Ouais, ils ont mis quand même plusieurs éléments le fun dans Power Query Online. Je sais pas si tu avais remarqué, puis on décale un petit peu des outils tiers, là, mais euh, une chose le fun de Power Query Online, c'est que tu peux voir à cette heure, c'est quand que le query folding arrête d'être effectif. Ah, ok, ouais. Ouais, ouais. Fait que tu as des petits icônes à chacune Ils te de le tes disent. étapes. Ça dit, OK, ça l'icône il est bleu, fait que ça veut dire que c'est traité sur le serveur. Ça, c'est traité sur le serveur. Puis quand tu as un éclair avec une icône Mhm. rouge, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ça devient local. Fait que ça te permet vraiment de déplacer tes étapes de manière intelligente pour être capable Faire le de, plus de folding. de plus de folding possible. Hmm. Ouais, non, c'est nice. Ouais. Fait que, T'as-tu, sinon, t'as-tu peut-être, Carl, avant qu'on arrête, mettons, t'aurais-tu comme un genre de, un souhait, mettons, en termes de logiciel tierce qui manquerait selon toi, ou tu sais, quelque chose que tu aimerais être capable de faire, ou... euh, c'est une bonne question, j'y ai pas pensé. Euh, Toi, t'en as-tu un? Je Ouais, vais y ben, penser pendant que tu ouais. réfléchis. Moi, il y a, je dirais, j'aimerais avoir quelque chose comme ALM Toolkit, mais à la place de comparer des datasets, ça comparait des rapports et que tu serais capable de dire cette page-là de Power BI, mettons, tu vas écraser la version qui est en prod, puis ce que tu as fait, c'est tu as ajouté un filtre sur calendar year égale 2025. Tu sais. Puis tu es capable, tu sais, ça, mettons, au lieu de te montrer le code, tu sais, le code du rapport avant c'était ça, puis après c'est ça, ça t'expliquerait en mots c'est quoi que tu as fait, tu sais. Genre, tel visuel a été updaté, tu as ajouté tel champ. Ou, tu sais, ça serait. Mais j'aimerais ça, on dirait, être capable de savoir, OK, la version, le rapport que je vais déployer de QA à prod, présentement, tu sais, dans les pipelines de déploiement, tu peux pas savoir qu'est-ce qui se passe entre tes rapports, hein. Tu sais juste qui est différent de QA à prod. Et moi, j'aimerais être capable d'avoir, tu sais, un petit fichier, un fichier texte qui me dit, tu sais, le résumé de c'est quoi les gros changements, tu sais, qu'il y a eu entre les deux versions, là, tu sais. Hmm. Déjà, juste, mettons, de savoir, OK, ce visuel-là, il a été créé, il n'existait pas avant. Tu sais, c'est un bar chart avec calendar year, puis telle mesure, tu sais, ça serait, je pense que ça serait bien de savoir ça, là. C'est plus en point de vue testing, c'est si j'amène des choses dans un autre environnement, tu sais, je vais être capable de savoir c'est quoi les nouveaux features que je dois tester, c'est quoi les nouveaux visuels tu sais, que j'ai besoin de tester parce que c'est nouveau, puis tu sais. Pendant que Mm, pendant que tu parlais, j'ai réfléchi un peu, puis il y a une affaire que je pense pas que ça mériterait d'avoir un outil externe, mais que ça mériterait peut-être juste un peu de, de modification dans Power BI. Ça serait avoir des descriptions ou avoir des éléments de commentaires sur absolument tous les items, incluant les signets et compagnie. mm, Parce que là, actuellement, on est un petit peu laissé à court à ce niveau-là. Fait qu'au pire, si, mettons, un outil externe nous permettrait d'avoir une catégorie de mm. description dans un signet puis qui nous permettrait de le voir, ça serait vraiment génial parce que là, des fois, on, Ouais, on fait des. On est obligé de mettre des titres de 12 kilomètres de long parce que il n'y a pas d'option de description, puis on perd de l'information dans certaines situations. ah ouais, les fameux signets, ouais. Ouais. C'est Et vrai que ça c'est... pourrait être tellement puissant si on avait cette capacité-là, parce que ça permet de faire des choses incroyables, mais pour l'instant, c'est tellement impossible de supporter parce qu'on peut pas le répliquer quand on le modifie que la seule solution, c'est d'abandonner. Ouais, ouais. Puis tu sais, nous autres, je veux dire, ça...
ça nous est arrivé quand même souvent, tu sais, de faire des changements dans des mesures ou des colonnes et que tu te rends compte finalement plus tard qu'il y a un signet que tu n'as pas testé. Puis tu sais, quand tu cliques, quand le signet est activé, tes visuels ils ont juste plein de X, tu sais, parce qu'il y a des choses que tu n'avais pas pensé. Puis t'es comme, Juste parce que tu as changé, mettons, le nom qui s'en va le ouais, nom qui sort d'une mesure, puis là, ben, ton signé, il capture pas que ce nom-là, il est rendu avec un accent, puis il fait comme Ah, je sais pas c'est ouais, quoi. Fait que fuck c'est ça. off. Ouais, j'avoue que ça, avoir un outil qui nous permettrait de savoir en détail le signet, c'est qu'est-ce qu'il fait sur la page, tu sais, quels visuels, quels champs sont utilisés, ça serait bien justement parce que tu sais, même si aujourd'hui, tu sais, avec Measure Killer, tu es capable de voir les dépendances entre les mesures puis les visuels, ça reste que tu sais pas exactement tes signets, est-ce que tu dois toutes les retester, tu sais, pour être certain qu'il n'y a rien qui plante, là. Tu sais, c'est. Mm. Ouais, Puis tu sais, mettons, si je pousse l'idée encore plus loin, là, si, mettons, on avait la possibilité que le champ, mettons que chaque élément visuel avait un champ de description, incluant signer, compagnie, puis qu'on puisse avoir un bouton toggle, un bouton on-off pour dire, un peu comme, mettons, l'affichage des dépendants, des relations entre les éléments, mais ce serait tellement simple d'avoir une documentation pour les développeurs à l'interne de dire j'inscris des descriptions, puis j'active le bouton, puis toutes les descriptions ils pop, ouais, ouais, puis de dire OK, là voici, là ça, c'est ça c'est telle affaire. Ça serait tellement intéressant. Mais je comprends que c'est un outil très pointu pour une portion développeur, puis ça n'aura pas d'impact sur ouais. les utilisateurs finaux, Hmm. mais je pense qu'ils sont rendus là à aider les développeurs qui font beaucoup de rapports. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. On est rendu au point où ce que ça nous prend des meilleurs outils pour faire de Power BI un logiciel enterprise, tu sais, qui s'est utilisé par des grosses entreprises, puis c'est pas juste, tu sais, du ad hoc ou tu sais, juste des petites PME qui utilisent ça, là. Tu sais, tu sais, on parlait l'autre jour de IBM avec Cognos, tu sais, que tu avais plein de features, que c'était vraiment facile à déployer ton cube, tout ça, tu sais, que t'avais pas de problème, puis tu sais, Puis, c'est. puis, puis, au contraire, il n'y avait aucune possibilité de faire de quoi qui n'était pas enterprise, là, dans le sens que euh, Mhm. Power BI, eux, ils ont visé le modèle Excel de dire on veut que tout le monde ait le fichier Excel qui est Power BI sur leur ordinateur. Ils ont visé un marché pour inonder, ils ont contrôlé le monde, puis c'est correct. Ouais, Mais là, ils doivent aussi rendre la vie facile aux personnes qui achètent des capacités premium, qui payent beaucoup d'argent pour ouais, installer ça dans leurs entreprises pour que ce soit viable. ah, c'est clair, d'accord. On va voir, hein, tu sais, il y a tout le temps plein d'updates qui sortent Power BI, mais des fois, on reste surpris des trucs qui sortent, là, fait que tu sais, c'est. Ça fait quand même quelques mois qu'il n'y a pas eu euh, des, des sorties vraiment incroyables là, dans les mises à jour de Power BI. Là. Fait que probablement que dans le mois prochain ou dans 2 mois, on devrait voir de quoi là, avant l'été qui va, Ouais, qui va, qui va être aussi impactant que, je sais pas si tu te rappelles, je pense que c'est il y a 2 ans, là, les paramètres de champ. Là. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était pas mal le plus gros feature là, qui ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été sorti, là. Je dirais, mettons, dans les derniers, tu sais, ce qu'ils ont fait avec les projets là, PBIP, tu sais, les projets pour le dataset, les projets rapports, là, tu sais, dans Power BI Desktop, là, les extensions qui te permettent d'utiliser Git, puis pour la gestion de version, là. C'est quand même intéressant, tu sais, c'est bien, tu sais, qui ait amené ça, mais tu sais, j'ai pas pu l'essayer tant que ça encore, là. Mais tu sais, je trouve ça bien justement qu'il commence d'aller plus vers ces, ces,
ces features-là qu'on a besoin là, pour faire du reporting justement là, dans la grande entreprise. Là. Donc, Non, hmm. effectivement. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour. Il y a encore plein d'outils qu'on pourrait parler. Je pense qu'on pourrait même se faire un épisode 2 là-dessus, éventuellement, pour parler d'autres éléments. Euh, Hmm. Sinon, as-tu un dernier mot de la fin pour notre épisode? Ben, dans le fond, tu sais, si jamais on n'a pas couvert votre outil préféré tierce, n'hésitez pas à aller commenter, dans le fond, dans les commentaires du vidéo, là. On est vraiment curieux de savoir, vous, c'est quel outil que vous utilisez. Puis, tu sais, si vous avez des questions, on peut aussi aller vous aider. Si vous avez des questions sur un des outils qu'on a mentionnés, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Mais sur ce, dans le fond, toi, Carl, t'avais-tu quelque chose que tu voulais rajouter aussi? Non, mais en fait, merci de nous écouter. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide énormément de vous abonner, de commenter. On commence dans le podcasting, on a quelques vues, ça va déjà bien, mais plus de C'est ça. visibilité, ça va être encore mieux pour continuer. Yes, exactement. Merci beaucoup. Sur ce, passez une belle journée, tout le monde. À la À la prochaine. prochain épisode. Merci. Yes.